Salut à tous, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons étudier la continuité de la fonction f de x égale la partie entière de la racine carrée de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà mes chers amis, comme d'habitude, mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. Alors, dans cet exercice, vous allez avoir l'occasion de vous rappeler alors, avant de résoudre cet exercice, laissez-moi d'abord vous donner un rappel sur la fonction partie entière. Je vais vous donner quelques rappels sur les propriétés. Alors, laissez-moi d'abord vous donner un rappel sur les propriétés de la fonction partie entière qui vont vous aider à étudier la continuité de cette fonction. Alors, la fonction partie entière, c'est une fonction définie de R dans R et qui, à chaque x, lui associe la partie entière de x qui n'est autre qu'un entier relatif qui appartient à z, ou, et qui vérifie, où k est le plus grand entier, relatif qui est inférieur ou égal à x. Des exemples pour mieux comprendre. Par exemple, si j'ai 0, je vais noter les entiers relatifs. 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Alors, essayons de voir quelle est la partie entière de, par exemple, 2,6 et quelle est la partie entière de moins 1,2. Regardons. Alors, 2,6 se trouve à peu près ici. 2,6. Donc, quel est le plus grand entier inférieur ou égal à 2,6? Eh bien, c'est 2. Donc, ici, on va voir 2. Là, moins 1,2 se trouve à peu près ici. Moins 1,2. Et donc, vous voyez, le plus grand entier relatif qui est inférieur ou égal à moins 1,2, c'est moins 2. Et donc, vous voyez en général, chaque x qui est compris entre deux entiers relatifs consécutifs, je veux dire k et k plus 1, eh bien, sa partie entière, la partie entière de x, eh bien, ça vaut k. Autrement dit, on voit bien que le x, il est toujours compris entre sa partie entière et sa partie entière plus 1. Parce que le k plus 1, le k, c'est la partie entière. E de x plus 1. Toujours, notez donc que E de x, c'est un entier relatif. Reste un cas où si x est un entier, relatif. Ça veut dire, si x égale à k, eh bien, sa partie entière n'est autre que k. Donc, la partie entière de k, ici le k appartient à z, égale à k. Donc, je peux ajouter ici, dans ces inégalités, ici, ou égal.
il y a ce cas-là où x peut être égal à k. Et là aussi, je peux ajouter égal. Donc la propriété de la partie entière, c'est que chaque réel est toujours compris entre supérieur ou égal à sa partie entière et inférieur strictement à sa partie entière plus 1. Ce qui nous donne aussi le graphe. Regardez le graphe de cette fonction, comment il est. Regardons par exemple ici tous les nombres, par exemple entre 1 et 2. Chaque élément x que vous prenez ici, eh bien son image, sa partie entière toujours vaut 1. Vous voyez, et c'est ce qui donne une discontinuité. Regardez, il y a une discontinuité au niveau des entiers relatifs. Toujours dans ces points-là, en entier relatif, il y a toujours une discontinuité de la fonction partie entière. Mais entre ces entiers relatifs, vous voyez que la fonction est continue. Donc elle est continue dans tous les nombres qui ne sont pas des entiers relatifs. Et elle présente des discontinuités dans les points où il y a des entiers relatifs. Donc là, on va étudier deux cas. Donc il s'agit de deux cas pour étudier la continuité de la fonction partie entière. Donc premier cas, donc on va dire que premier cas, si x est un entier relatif, donc on va dire qu'il appartient à z. Alors la continuité, on va le dire comme ça, donc quel que soit k dans z, prenons des entiers relatifs, on a f de k va être égal à la partie entière de k, et comme on a dit dans le rappel, c'est toujours k. L'image d'un entier relatif par la partie entière, c'est lui-même. Ce sont des points fixes, en d'autres sens. Et donc, si on va étudier à gauche et à droite, parce que, regardez, dans le graphe, comme j'ai dit, prenons par exemple 1. Ici, vous voyez à droite de 1, tous les x, leur image vaut 1. Mais à gauche de 1, tous les x qui se trouvent ici, leur image c'est 0. Donc, on va étudier à gauche et à droite de k. Parce que pour vérifier la continuité, si la limite à gauche vaut la limite à droite, et toutes les deux valent l'image du nombre par la fonction, eh bien, cela veut dire qu'elle est continue. C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, voyons à droite de k. Alors, à droite de k, donc si, je vais dire si x appartient à l'intervalle k plus 1, donc on va voir à droite de k. Donc, cela implique, je vais les réécrire avec le symbole des inégalités. Donc, cela veut dire que x y compris entre k est strictement inférieur à k plus 1. Et donc, cela implique que sa partie entière égale à k. Donc, alors la limite à droite de k, la limite de f de x, quand x tend vers k plus, ou bien vous pouvez écrire ici x supérieur à k, égale e de k, donc égale à k. Égale à k, qui est égal à f de k. Donc là, on constate qu'il est continu à droite en k. Donc, premier résultat, f est continu, f c'est la partie entière, et continue à droite en k. Maintenant, regardons à gauche. Si x maintenant appartient à l'intervalle ici k-1 et k, donc
cela implique que x strictement supérieur à k-1 et inférieur ou égal à k, ce qui implique que sa partie entière maintenant, le plus grand entier inférieur à x, c'est k-1. Ce qui va nous donner sa partie entière égale à k-1. Et donc, la limite. Alors, limite de f de x quand x tend vers k moins, eh bien, ça vaut k-1. C'est la partie entière de x. Donc, c'est k-1. Vous voyez qu'elle est différente de l'image de k. Et elle est aussi différente de la limite à droite. Donc, conclusion. Alors, pour le premier cas, lorsque le x appartient à z, f n'est pas continu en tout entier relatif. En tout entier relatif. Le deuxième cas, si x n'appartient pas à z. Autrement dit, on peut dire que x appartient à R moins z. Donc on va prendre un élément, soit, quel que soit x0, qui appartient à R moins z, qui n'est pas un entier relatif. Alors, ce qu'on doit montrer, c'est que via les epsilon, on doit montrer que quel que soit epsilon, voilà ce qu'on doit montrer, quel que soit epsilon, c'est petit qu'on le souhaite, il existe un alpha positif tel que quel que soit x dans R moins z. Alors si x moins x0 est inférieur en valeur absolue inférieur à alpha, ça veut dire dès que x s'approche beaucoup de x0, bien cela implique que e de x, l'image de x aussi s'approche de plus en plus de la partie entière de x0, donc sera inférieur à epsilon. Ça, c'est ce qu'on doit montrer. Donc, comment on va faire ça? Regardez, tout se joue sur ce alpha, hein, et le voisinage qu'on va donner à x0. Regardons comment on va faire. Donc, ça, c'est le but. Donc, pour tout x0 qui n'est pas un entier, donc cela implique que x0 est toujours compris entre deux entiers, hein, consécutifs, deux entiers relatifs consécutifs, c'est-à-dire entre k et k plus 1 avec k dans z. Cela implique aussi que sa partie entière, que la partie entière de x0 va être égale à k, d'après la définition de la partie entière. Bien, maintenant, prenons un epsilon, soit epsilon supérieur à 0. Donc, il existe un alpha. Regardez le alpha, je vais vous illustrer ça. Hein. Alors, voici k et voici k plus 1. Alors, si on se met ici, par exemple, x0, de toute façon, x0 peut être proche de k, ou bien il sera proche de k plus 1, ou bien il sera au milieu. C'est trois possibilités pour x0. Donc, pour chercher un voisinage ici, un voisinage, ça veut dire le alpha, hein, chercher un alpha qui assure que
si je prends un x proche, un x qui est proche de x0, alors forcément ce x aussi se trouvera dans K, entre K et K plus 1. Donc le meilleur choix pour la longueur droite de cet intervalle, si on peut le dire, donc il faut choisir une longueur à alpha, de toute façon, à garantir que le x0 se trouve toujours entre K et K plus 1, et que chaque x que je prends proche de x0 se trouve aussi entre K et K plus 1. Eh bien, le meilleur alpha, c'est de prendre cette distance-là. N'oublions pas ici que ça c'est un intervalle ouvert ici, ouvert ici. Donc la distance ici, cette distance, c'est quoi? Eh bien, c'est x0 moins K. Ça, si x0 est proche de K. Mais s'il est de l'autre côté ici, si x0 se trouve proche de K plus 1, eh bien, je vais prendre cette distance parce que c'est la plus petite. Donc, dans ce cas-là, la distance ici, c'est K plus 1 moins x0. Et donc, le alpha que je vais choisir, c'est le minimum. C'est le plus petit des deux. Donc, je peux dire, bon, bien sûr, s'il est au milieu, donc forcément, ça sera K et K plus 1. Donc, je vais prendre le minimum de ces deux distances. Et comme ça, toujours, j'aurai que le voisinage se trouve entre K et K plus 1. Donc, je vais écrire tout ça. Donc, je vais dire qu'il existe un alpha. Il existe alpha qui est égal au minimum des deux. Donc, la distance, la première distance, c'est à dire x0 moins K. Ou bien K plus 1 moins x0. On voit bien que ce alpha est toujours positif. Maintenant, quel que soit, prenez un x dans R moins Z. Si x moins x0 inférieur à alpha, cela implique quoi? Eh bien, cela va impliquer automatiquement que x aussi se trouve entre K et K plus 1. Si vous prenez un x, alors si vous voulez vous convaincre, regardez, je vais expliquer cette partie-là, pourquoi on a fait cette implication. Alors dire que x moins x0 inférieur strictement à alpha, cela implique que x moins x0 va être compris entre moins alpha et alpha. Ce qui implique que x est supérieur à x0 moins alpha et inférieur à x0 plus alpha. Donc, prenons la première inégalité. Dire que x supérieur à x moins alpha, eh bien cela implique que x est supérieur à x. Bon, si je prends par exemple le minimum, c'est x0 moins k. Prenons par exemple cet exemple-là, parce que joue un rôle symétrique. Donc là, on va voir x0 ici, supérieur à x0, si j'ai oublié x0, moins x0 plus alpha, plus k. Le moins ici, avec le moins, va devenir plus. Et donc, cela implique que x va être strictement supérieur à k. Ici, x est inférieur strictement à x0 plus alpha. Cela implique que x est inférieur strictement à x0 plus x0 moins k.
Mais regardez, on sait déjà que x0 moins k, si c'est le minimum, ça veut dire qu'il est aussi strictement inférieur à k plus 1 moins. Parce que j'ai choisi, dans ce cas, j'ai choisi ce minimum. Donc, si le minimum est celui-là, donc x0 moins k sera aussi inférieur. Donc, cette quantité sera inférieure à x0. Cette quantité x0 moins k, elle est inférieure à k plus 1 moins x0. Ce qui va nous donner que tout ça est inférieur strictement à k plus 1. Et donc, voilà, c'est de là que vient que, ici, notre x est inférieur strictement à k plus 1. Et supérieur strictement à k. Donc, si vous changez le rôle, vous allez trouver les mêmes résultats. Donc, dans tous les cas, le x, toujours, il est entre k et k plus 1. Voilà d'où vient cette implication. Donc, maintenant, on va continuer les implications. De toute façon, on cherche à trouver que le ex moins ex0 en valeur absolue est inférieur à epsilon. Voilà, donc on continue les implications. Cela implique, donc puisque le x se trouve entre k et k plus 1, sa partie entière égale à k, d'après les propriétés de la fonction partie entière. Et donc, cela implique aussi que si je calcule maintenant la valeur absolue de la partie entière de x moins la partie entière de x0, eh bien, ça vaut 0. Regardez ici, parce que e de x0 c'est k, e de x c'est k, donc ils sont égaux, donc ça vaut 0. Et le 0 est strictement inférieur à epsilon, parce que le epsilon est supérieur à 0. Et donc, cela implique que la limite de f de x, quand x tend vers x0, qui appartient à moins z, eh bien, ça vaut f de x0. C'est la définition de la limite via les quantificateurs epsilon et alpha. Et donc, cela implique que f est continu sur R-Z. Voilà, c'est comme ça qu'on étudie la fonction partie entière. Donc, comment on va exploiter tout ça pour répondre pour étudier cette fonction-là, la fonction f de x qui est égale à la partie entière de la racine carrée de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, pour qu'il soit continu sur cet intervalle, elle doit être d'abord continue. On va vérifier la continuité à droite en 0 d'abord. Alors, je vais dire, premier cas ici, x égale à 0. Donc, on voit bien que f de 0, ça vaut la partie entière de la racine carrée de 0, c'est 0. Donc, la limite de f de x, quand x tend vers 0 plus, eh bien, ça vaut la partie entière de la racine carré de 0, qui vaut 0, qui vaut f de 0. Conclusion, f est continu à droite en 0. Alors, continuité à droite est vérifiée. Continue à droite en 0. Deuxième cas, prenons un x strictement positif. Donc pour la partie entière, on a dit qu'il y aura deux cas. Mais attention, ici, il s'agit des nombres positifs, donc on va travailler sur n. Donc on va prendre un entier naturel, soit la racine carrée de x est un entier naturel, ou bien il n'est pas un entier naturel. Donc on va prendre le premier cas où racine carrée de
de x appartient à n. N étoile, parce que le cas 0 on a discuté. Donc on va prendre un élément, quel que soit x0 strictement positif, tel que sa racine carrée, la racine carrée de x0 appartient à n étoile. Cela implique que racine carrée de x0 égale à n, qui appartient à n étoile. Cela implique que x0 égale à n au carré. Cela implique que f de x0 égale à la partie entière de la racine carrée de, bon, x0 c'est n au carré, donc ici on va avoir racine carrée de n au carré, qui est égale à la partie entière de n, qui est égale à n. Donc pour étudier la continuité en x0, dans ce cas on va avoir la limite à gauche et la limite à droite pour conclure. Donc prenons le premier cas, si x se trouve à droite, donc appartient à x0 et x0 plus 1, autrement dit, ça veut dire que le x est compris entre x0, x0 c'est n au carré, et ici n au carré plus 1. Donc cela implique que la racine carrée, de x est supérieure ou égale à n. La racine carrée de n au carré, c'est n. De l'autre côté, racine carrée de n au carré plus 1. Et on sait que la racine carrée de n au carré plus 1 est strictement inférieure à n plus 1. Donc cela implique que la racine carrée de x est compris entre n et n plus 1. Et donc sa partie entière de racine carrée de x, c'est n. Donc vous voyez tous les éléments qui se trouvent à droite en x0, leur partie entière vaut n. Donc en passant à la limite, je vais dire que la limite de f de x quand x tend vers x0 plus, eh bien ça vaut n, qui est égal à f de x0. Ici, regardez, f de x0 c'est n. Donc on peut dire que f est continu à droite, c'est plus. Donc on peut dire f est continu à droite en x0. Mais pour conclure, il faut d'abord, on va voir maintenant la limite à gauche. Pour conclure s'il est continu ou non en x0. Donc, deuxième cas, si maintenant x0, x plutôt, appartient à x0 moins 1 et x0, ça veut dire à gauche. Donc cela implique, donc on va faire la même chose ici, on va voir que x est compris entre, plutôt ici, strictement, ici n au carré moins 1, et là, n au carré. Donc la racine carrée de x va être strictement supérieure à la racine carrée de n au carré moins 1, et on sait que cette quantité-là est strictement inférieure et supérieure ou égale à n-1. Vous pouvez voir les carrés de ces deux termes, de ces deux quantités, vous allez voir que racine carrée de n au carré moins 1 est supérieure ou égale à n-1, donc puisque c'est la racine carrée de x strictement supérieure à celle-là, donc forcément elle va être strictement supérieure à n-1. De l'autre côté, on va voir ici n, racine carrée de n au carré c'est n,
Ce qui implique que la racine carrée de x, cette fois, elle est comprise entre n-1 et n. Et donc, sa partie entière, la partie entière de la racine carrée de x, égale à n-1. Donc, tous les éléments qui se trouvent à gauche, proche de n, de x0 à gauche, leur partie entière vaut n-1. Donc, en termes de limite, alors, limite de f de x quand x tend vers x au 0 moins, eh bien, c'est n-1. Et on voit bien qu'elle est différente de la limite de f de x quand x tend vers x au 0 plus. Conclusion, donc, f est discontinu, ça veut dire il n'est pas continu, discontinu, en tout x0, en tout x0 supérieur à 0, et racine carrée de x au 0 n'appartient pas à z. Plutôt, et racine carrée de x0 appartient à z. Voilà, dans ces points-là, elle est toujours discontinue. Maintenant, voyons le deuxième cas. Deuxième cas. Alors maintenant, deuxième cas, si x est strictement positif et la racine carrée de x n'appartient pas à z. Alors dans ce cas, on va utiliser les propriétés de la partie entière. Remarquons d'abord, on a remarqué que la fonction f est un composé de deux fonctions. Ça veut dire qu'elle est composée de la partie entière, rend la fonction g, avec le g, c'est la fonction qui, à chaque x, lui associe racine carrée de x. Donc, on sait que, tout d'abord, que g est continu. Donc, g est continu tout x est continu comme étant, on sait que la racine carrée est continue sur son domaine de définition. Donc, on sait que g est continu en x. Et on sait que la partie entière, la fonction e, partie entière ici, est continue en racine carrée de x, parce que d'après les propriétés de la partie entière que je vous ai rappelé, qu'il est continu sur R1 moins z. Ça veut dire, puisque racine carrée de x appartient ici à R moins z, ça veut dire qu'il n'est pas un entier, donc relatif, donc E est continu en racine carrée de x. Donc, alors, f est continu en x. Bien sûr, le x qui vérifie ces deux conditions. En x supérieur à 0 et racine carrée de x n'appartient pas à z. Voilà, comme étant, parce que f est composé de deux fonctions continues. Ça, c'est une propriété de la continuité. Donc voilà, voilà l'étude de la continuité de cette fonction. On a vu qu'il est continu à droite en 0. On a vu qu'il est discontinu en tout x strictement positif et racine carrée de x appartient à z. Et elle est continue en tout x positif strictement et sa racine carrée n'appartient pas à z. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.